et bienvenue sur Radio J. Ravi de vous présenter cette nouvelle émission aujourd'hui jusqu'à 16h30 avec mon invité. Plus de 50 ans de carrière, il a tourné dans 150 films et téléfilms. C'est un comédien et acteur multi-récompensé. Vous l'avez compris, André Dussolier au cinéma aujourd'hui dans Le Tigre et le Président est mon invité pour nous parler de cette fiction historique de Jean-Marc Perfit aux côtés de Jacques Gamblin. L'occasion d'aller découvrir davantage qui est notre invité et s'il est plutôt tigre ou président dans la vie. Vous pouvez aussi désormais le questionner au 01 53 75 26 26 01 53 75 26 26 et taper en fin d'émission pour découvrir notre invité. Et c'est en direct aujourd'hui sur radioj.fr, sur notre Facebook Live et Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Bonjour André Dussolier. Bonjour. Merci beaucoup d'être mon invité aujourd'hui pour parler de vous, de votre carrière et aussi de qui vous êtes au-delà de ce que vous faites, même si je vous sais un peu taiseux sur le sujet. On va essayer d'aller voir ce qu'on peut avoir comme information. Alors on a l'habitude dans cette émission de démarrer par le début, toujours le début. On va tenter ça ensemble si vous le voulez bien. André Dussolier, vous êtes né le 17 février 1946 à Annecy. Votre père s'appelait François, votre maman Marie-Louise et il semblerait que vous ayez eu un petit moment, une petite dent contre eux, car vous avez longtemps dit ne pas beaucoup aimer votre prénom. Est-ce que c'est vrai ? Ah oui, mon prénom, je ne savais pas d'où il vient, mais j'ai appris plus tard, en effet, que c'est toujours un peu la tradition dans les familles. J'ai hérité du prénom qui était celui du frère de mon père, d'un des frères de mon père, qui était décédé assez jeune, à 13 ans. Voilà comment on hérite de certains prénoms, c'était à cette époque-là. Et j'ai vu, par exemple, les prénoms qui vont être choisis ou qui sont favoris pour l'année prochaine. C'est intéressant de voir chaque fois, chaque année, comment les prénoms évoluent, les modes évoluent. Oui, les modes évoluent. Il y a beaucoup eu le prénom de Liv pour les petites filles ces dernières années. Et en effet, d'année en année, les prénoms changent. Est-ce que ce désamour pour votre prénom s'est arrangé avec le temps alors ? Oui, on s'y fait. On a le prénom qu'on a et on hérite de plein de choses. Moi, je pensais que j'étais déterminé par beaucoup de choses quand on est dans un endroit. Parce qu'en fait, la famille de mon père était plutôt en haute montagne. C'était des paysans qui faisaient beaucoup d'élevage et ma mère au contraire était une vraie citadine et donc il y avait une grande opposition et mon père est descendu de cette montagne, il n'a pas fait comme ses frères, il n'est pas resté à la ferme et donc j'ai hérité d'une vie qui était plutôt citadine alors que mes cousins sont restés à la montagne. Donc je me disais que le déterminisme, prénom ou vie même qu'on peut avoir ou éducation est assez flagrant et fort et puis un jour à 18 ans j'ai découvert grâce à un professeur de philo au Sartre l'existentialisme et je me suis dit qu'à ce moment-là, où j'ai réalisé plutôt, grâce à lui, qu'on pouvait choisir toujours et qu'on n'était pas si déterminé que cela. Donc il y a un côté un petit peu spirituel chez vous quand même, qui croit aux choses. Oui. Alors en plus, j'appartiens à une famille du côté de mon père aussi qui était très, spirituelle, religieuse, enfin pratiquante même, catholique, etc. Et ma mère non, plutôt. Il venait de l'Italie, il s'appelait Bozzetto. C'était quelqu'un qui avait suivi Napoléon et qui s'était arrêté en Haute-Savoie. Donc il y avait une sorte de mélange comme ça, et dont j'ai hérité et qui m'a différencié un peu dans le destin ou dans la vie même de l'enfance de mes cousins ou des proches que je pouvais avoir dans la famille. Alors vous nous l'avez dit André Dussolier, vous passez votre enfance entre ces deux mondes, entre guillemets. Vous passez votre enfance entre Cruseilles, une petite ville située entre Annecy et Genève, et Étrigny, un petit village de Bourgogne. Quel genre d'enfance justement vous avez eu ? Assez sage, disons réglementé par l'école. Moi j'ai fils unique et donc le village c'était 1000 habitants. Et donc, j'allais à l'école, je revenais et je trouvais ça beaucoup moins vivant que toute la nature que je pouvais voir par la fenêtre, qui était très verdoyant, très agité. Enfin, j'avais tout un monde qui m'appelait et j'ai trouvé ça un peu dommage de pas apprendre, faire l'école buissonnière et apprendre les choses directement dans la nature ou proche des arbres ou proche de la vie ou proche des gens aussi qui étaient dans ce village. Et en fait, tout s'est ouvert à l'âge de 10 ans. J'ai commencé à faire du sport, pas mal de sport. Et là, le foot, ça a été une sorte de possibilité de rencontrer des enfants de milieux sociaux tout à fait différents. Et puis le théâtre que j'ai découvert grâce à un professeur, j'avais 10 ans. 10 ans, le goût de la comédie. Vous montez sur scène lors d'une représentation scolaire, L'Enfant et la rivière. Et une autre révélation aussi pour vous à 10 ans. Ah,
Poil de carotte. Ah oui, Poil de carotte, en effet, c'est le professeur de français qui, au lieu de nous faire apprendre ou découvrir les pièces de théâtre ou les œuvres des auteurs, nous emmène au théâtre. Je savais même pas que le théâtre existait et on voit Poil de carotte. Poil de carotte, c'est une pièce de Jules Renard et on voit l'histoire d'une famille. Et alors, c'était facile pour moi de m'identifier parce que cette pauvre enfant était un petit peu solitaire et donc, enfin, c'était vraiment un portrait de ce que je pouvais vivre et alors en plus, alors ce qui était complètement sidérant, c'est que il y avait des moments tristes, mais il y avait vraiment sur scène des acteurs qui riaient, qui pleuraient, qui exprimaient leurs émotions, qui disaient des choses qu'on n'avait pas tellement l'autorisation de dire chez soi, et s'exprimer comme on n'avait pas tellement l'habitude de le faire non plus chez moi. Donc je trouvais que ce monde était beaucoup plus vivant. C'est un échappatoire qui comble la solitude finalement qu'on peut avoir quand on est enfant unique. Poil de carotte, Christophe Barbier nous en parlera tout à l'heure à 15h35 plus longuement pour découvrir cette pièce de théâtre. Mais on va poursuivre dans votre évolution, André Dussolier. Vous passez quand bien même votre bac, vous entamez des études de lettres modernes et linguistique à Grenoble et vous obtenez 2 licences et une maîtrise, mais voilà que l'appel de la comédie vous rattrape et Paris. Exactement, mais j'avais toujours fait du théâtre parallèlement à mes études et puis je suis allé au bout de mes études. On m'a proposé un poste d'assistant de philologie, je me souviens, à la faculté d'Oran en Algérie. Je n'avais pas du tout envie d'enseigner et donc, mais quand même, les études, le parcours que j'avais fait, je me suis autorisé, enfin je voulais absolument faire du théâtre et donc je suis venu à Paris. Il n'y avait pas d'autre solution que de venir à Paris de toute façon pour essayer et tâter de cet art et de ce milieu professionnel, quoi, de le découvrir. Mais on vous propose de partir à Oran, alors on découvre ça en Algérie. Oui, et donc là, au pied du mur, j'ai dit non, je suis incapable. Et puis de toute façon, je voulais faire du théâtre. Et donc, vous arrivez à 23 ans à Paris, vous suivez les cours d'art dramatique de Jean Périmoni pour préparer l'entrée au conservatoire. Vous y êtes admis, vous en sortez avec un premier prix, promotion en 72. Et donc, en 72, vous obtenez ce premier prix de comédie. C'est avec Francis Perrin, un petit extrait. Je vais vous faire entrer messieurs Francis Perrin et André Dussolier. Premier triomphe, premiers applaudissements qui font oublier pendant quelques instants la dure réalité du métier de comédien. Et alors on voit cette émotion entre vous deux qui pleurez, entre vous et Francis Perrin, dans une étreinte presque fraternelle. Oui. Mais quand on écoute, on entend une petite phrase, c'était une dure réalité, le métier de comédien à l'époque, André Dussolier. Oui, enfin, je connaissais rien du métier de comédien, mais quand même, c'était des années merveilleuses au conservatoire. J'avais vécu 2 ans très intenses. On était avec toute une génération, Jacques Villeray, Nathalie Baye, Richard Berry, il y avait Weber, Huster, enfin bon, il y avait beaucoup de monde, Giraudot. Et donc, on était tous là, ardents, désireux d'apprendre, et on travaillait de 9h du matin jusqu'à 23h, on montait des spectacles. Non, c'était un moment passionné. Et puis après les concours, ça commence la vie réelle et ce qu'on apprend. Et là, on dépend des autres, évidemment, essentiellement. C'est une très belle promotion, en tout cas, dont vous nous parlez avec tous ces acteurs français. Est-ce que vous estimez qu'aujourd'hui, être comédien, c'est compliqué ? Est-ce que c'est compliqué pour vous ? Est-ce que vous observez que c'est compliqué pour les acteurs de manière générale, surtout après la période qu'on vient de passer? Voilà, c'est très, très difficile. Vraiment, le cinéma est en perte de vitesse. Il y a moins de fréquentation. Au théâtre aussi, un peu moins peut-être parce que on n'a pas envie de rater. Enfin, le public n'a pas envie de rater ses rendez-vous avec un spectacle vivant, tandis que le film, on peut toujours le voir plus tard. Donc, on diffère un peu ce rendez-vous-là. Et donc, oui, c'est très difficile. Moi-même, j'ai 2 enfants qui ont 33 et 29 ans et qui se sont lancés dans ce métier-là aussi. Et donc, je me rends compte par rapport à eux et par rapport à d'autres et des jeunes, c'est vraiment difficile, même si les moyens de diffusion ou d'existence ou d'expression sont différents aujourd'hui, mais quand même.
ils sont multiples et plus nombreux qu'à l'époque. Oui. Néanmoins, les acteurs sont aussi plus nombreux qu'à l'époque, Oui. j'imagine. Donc, c'est la difficulté de ce qu'on dit le métier quand Ah oui. c'est bouché. Oui, j'ai l'impression que tous les jeunes veulent être acteurs aujourd'hui. Donc c'est très impressionnant. On est très poussé par l'émotion et le milieu artistique à un moment donné dans sa vie. C'est vrai qu'après une période de Covid, les gens ont envie d'aller plus vers ce qu'ils sont. Ils ont envie de se réaliser. Oui, exactement. Vous observez ça? Oui, j'ai observé ça parce que finalement, ce qui est le plus fréquenté aujourd'hui, après 2 ans de Covid et d'enfermement et d'obligations, du coup, c'est des terrasses, des cafés, des restaurants qui sont pleines et les gens ont envie de vivre, de se retrouver, d'être entre eux à la ligne. Voilà. Et donc, du coup, c'est très difficile pour le cinéma et le théâtre de s'y retrouver et de retrouver les habitudes d'antan. Alors à ce moment-là, après ce prix, André Dussolier, les portes de la comédie française vous sont grandes ouvertes. Vous en devenez pensionnaire durant une saison à partir de 72. Dans la foulée, François Truffaut vous offre votre premier grand rôle au cinéma dans Une belle fille comme moi avec Bernadette Lafont, Claude Brasseur, Charles Denner, Guy Marchand et Anne Cress. Un extrait. Considérez-vous vraiment Camille comme une artiste capable, une professionnelle? Ça, c'est sûrement une professionnelle de la cabriole. Mais si vous voulez parler de sa voix, c'est Quack et compagnie. Comment les présentements? Toujours bien roulé? Oui, elle présente très bien. Alors voilà, c'est votre premier grand rôle. Vous êtes avec Anne Cress qui sortait comme vous du conservatoire à l'époque. Bernadette Lafont disait que Truffaut vous demandait parfois de surjouer et de jouer comme si votre vie en dépendait. Est-ce que vous vous souvenez de ça? Et est-ce que vous avez gardé ça de Truffaut si c'est le cas? Je me souviens pas vraiment de ça parce que je me souviens d'une autre phrase de Truffaut. Moi, j'étais habitué au théâtre, je connaissais pas du tout le cinéma et alors il m'a surpris un jour, après avoir joué une scène, à répéter encore cette scène-là derrière le décor. Il me dit mais qu'est-ce que vous faites? J'ai dit mais j'essaye de voir si j'ai bien fait tout ce que j'avais prévu de faire. Il dit vous êtes le seul acteur avec Michel Bouquet à répéter les scènes une fois que vous les avez tournées. Donc c'était c'était dans ce décalage-là. Théâtre, on a toujours le temps de reprendre. Au cinéma, c'est une fois, et il faut que ça aille vite, bien sûr. Depuis André Dussolier, vous ne vous êtes plus jamais arrêté. Peut-être bien, c'est-à-dire que moi j'ai pas voulu mettre de frontières entre cinéma, télévision, théâtre, donc il y avait toujours en fonction des projets un rôle, quelque chose qui était séduisant ou attirant, un metteur en scène, et en effet j'ai l'impression que la vie était toujours très très occupée par le travail, par le métier et par les rôles, oui. Quand on regarde un petit peu votre filmographie, un film, on se souvient aussi de vous en tant que séminariste dans Yiddish Connection de Paul Boujna. C'était en 86, année de ma naissance, et c'est écrit et joué par Charles Aznavour. Vous avez, vous, le rôle du séminariste. Vous vous en souvenez? Vous avez gardé un souvenir de ce film-là? Oui, parce qu'en fait, c'était tout juste après 3 hommes et un coup fin, et j'adorais la comédie. Moi, je passais que des comédies quand j'étais au conservatoire avec Nathalie Baye, précisément, et donc après, j'ai mis le pied chez les auteurs, et donc là, c'était beaucoup plus sérieux, beaucoup plus grave, et j'étais tellement content, grâce à 3 hommes et un coup fin, de retrouver la comédie, qu'en effet, on a enchaîné avec Yiddish Connection. Il y avait Ugo Tognazzi aussi, il y avait des brillants acteurs. Il y avait Vincent Lindon avec vous, il y avait Jean-Pierre Castaldi, Charles Chemouni et d'autres encore. Exactement. Ouais, non, c'était un souvenir avec une distribution très hétéroclite, mais de comédie policière. Voilà, c'était savoureux. Vous nous l'avez dit, André Dussolier, depuis vous avez alterné films populaires, films d'auteur, théâtre. Vous avez tourné dans 150 films et téléfilms à peu près. Un cœur en hiver, La chambre des officiers, on connaît la chanson, 3 hommes et un coup fin, mais aussi Tanguy, ne le dit à personne, dans le rôle de Jacques Laurentis. J'ai revu ce film hier soir pour me réimprégner de vous. Vous êtes merveilleux dans le rôle du beau-père de François Cluzet. Voilà, film où vous êtes incroyable, et puis bien d'autres encore. Quel film, quelle interprétation vous a le plus marqué? En fait, on peut dire qu'il y a un petit bout de chaque rôle auquel je suis attaché. C'est-à-dire que moi, j'aime bien, je suis né en tant qu'acteur en 72, au moment où les acteurs américains se métamorphosaient d'un rôle à l'autre, changeaient complètement, et étaient méconnaissables. Alors, c'est pas le but d'être méconnaissable, mais c'est le fait de faire des choses très différentes, qui m'a toujours attiré. Et donc, il y a un peu de tout, J'aime beaucoup la comédie, donc vous
avez cité Tanguy, Trois hommes à coups fins, bon, et puis les films aussi de Jean Becker, et puis avec Vidrec, qui était un ami de conservatoire très proche, et puis aussi des films où j'ai joué Staline, par exemple. Bon, c'était tout à fait inattendu. Et puis aussi, même dernièrement, on parle de Clémenceau là aujourd'hui, c'est l'occasion, ou bien le film de François Ozon l'année dernière, qui était un sujet très grave, très fort, qui était la mort volontaire, et qui s'appelle Tout s'est bien passé avec Sophie Marceau. Enfin voilà, il y avait à chaque fois, c'est bien de pouvoir faire des grands écarts, de faire des choses tout à fait inattendues. Moi, c'est ce que j'aime quand je suis dans une salle de cinéma, c'est d'être surpris et d'être happé par l'histoire et les acteurs qui l'interprètent. Alors justement, parlons d'histoire et parlons de cette surprise. On vous retrouve dès aujourd'hui au cinéma dans le rôle de Georges Clémenceau. Oui. Dans Le Tigre et le Président de Jean-Marc Perfit. On est en 1920, les années folles. Georges Clémenceau vient de perdre l'élection présidentielle face à l'inconnu Paul Deschanel, un idéaliste qui veut changer le pays. Mais un soir, ce dernier tombe d'un train et se volatilise. Au petit matin, la France cherche son président. Une occasion en or pour Le Tigre Clémenceau. Bande-annonce. Vous avez devant vous le futur président de la République. Vous ne pouvez pas vous présenter encore. Si, justement. Monsieur Deschanel, il y a 7 ans, j'avais voté pour vous. Oh. Vous n'aviez eu qu'une seule voix. C'était vous. Pourquoi ne l'avez-vous pas dit à l'époque? Tout le monde a cru que c'était moi. Si vous démissionnez, ce n'est pas pour vous présenter à la présidence de la République, par hasard. Georges Clémenceau, candidat à la présidence de la République. Une petite inauguration le matin, 2-3 légions d'honneur l'après-midi. Ne vous en faites pas, c'est un boulot peinard. Voici la bande-annonce du film Le Tigre et le Président en salle dès aujourd'hui. Tout est vrai dans ce film, ou presque, André Dussolier? Presque. Tout est vrai quand même sur les personnages, sur le moment de l'histoire, mais il y a quelques petites fantaisies, enfin peut-être à la lumière, au son de la musique que j'entends là dans la bande-annonce. C'est des années folles, comme vous dites, c'est léger et il y a une manière de regarder l'histoire avec un angle un peu ludique, parce que on a l'impression que la vie politique n'a pas beaucoup changé, les coups bas, les coups tordus, la manière pour Clémenceau de s'introduire peut-être au moment où Deschanel s'est volatilisé, qu'il est tombé du train, donc peut-être de retrouver le poste de président. Écoutez, c'est incroyable parce que quand j'ai vu ce film, moi, j'ai pas pu m'empêcher de penser comme vous et de me dire, j'ai l'impression de voir un peu l'histoire de Sarko et de Villepin. Oui, oui. Je sais pas si c'est vrai ou pas, mais... Oui, ça, on peut faire des comparaisons, des similitudes. Et même aussi, j'y ai pensé parce que notre président actuel a fait une allusion à cause des événements graves qu'on connaît avec la Russie, de dire il faut pas humilier l'ennemi, etc. Et donc, Clémenceau a toujours été, vu comme quelqu'un qui avait signé ce traité de Versailles, qu'on a dit être très violent, très dur pour les Allemands et que ça a généré la Deuxième Guerre mondiale. Bon, c'est un peu exagéré parce que je me suis quand même bien renseigné auprès des historiens, Patrick Weil ou bien d'autres encore, qui ont écrit là-dessus et qui ont nuancé un peu ce propos parce qu'on a vu quand même le rôle de Clémenceau à ce moment-là et aussi le fait qu'il n'était pas tout seul à signer ce traité et qu'il dépendait beaucoup des Britanniques et des Américains. Mais au départ, ce traité, c'était aussi pour empêcher la guerre, c'était pour faire... Exactement, et surtout pour... aussi en cas de guerre et d'agression de l'Allemagne, c'était vraiment pour retrouver aussi que la France soit défendue ou alliée avec les Anglais et les Américains. Mais malheureusement, le Sénat américain n'a pas ratifié ce traité de Versailles et donc du coup, Clémenceau est apparu comme un homme dur, exigeant le remboursement parce que tout le nord-est de la France avait été a mis 10 ans à se reconstruire tellement ça avait été envahi, occupé, détruit et donc il a été pour la réparation de toutes ces destructions. Mais il a gardé une image un petit peu dure, autoritaire et violent dont on pense que elle a généré la Seconde Guerre mondiale. Et c'est pas tout à fait vrai. Il avait quand même un côté assez aimé, Clémenceau. Assez aimé. Assez aimé aussi un petit peu. Oui. Et puis c'est quelqu'un, de brillant. C'est-à-dire c'est un journaliste. Il a 24 ans. Il va aux États-Unis. Il parle couramment anglais. Il est de gauche à ce moment-là. Puis il va évoluer avec le temps. Et il devient un homme politique. Mais aussi, moi j'ai lu des livres et toutes ces expressions
citation favorite. Enfin, vraiment, il était qu'on beaucoup voit dans le film, dans le film, qu'on entend. On découvre aussi l'histoire de Paul Deschanel qui a gouverné la France que quelques mois en 1920. Ça reste très anecdotique. Il avait des idées progressistes qui n'ont pas vu le jour, mais qui lui ont donné quand même raison des années plus tard, finalement. Absolument, il y a des idées, oui, comme par exemple le vote des femmes, l'abolition de la peine de mort, ou bien d'autres choses encore. Il y avait un programme magnifique et étonnant et surprenant à l'époque, et qui, en effet, qui a été repris par les présidents successifs. Et c'est dommage que cet homme, ce président, n'ait pas pu appliquer son programme. Il est resté 7 mois seulement à la présidence, comme vous dites. Et donc, c'est une phase de l'histoire un peu étrange, mais on voit bien quand même ce qui se joue en matière politique. Deschanel n'était pas un politicien, et donc il était vite abîmé dans ce combat. Et Clémenceau était au contraire le tigre qui vraiment lui connaissait bien le monde politique. Et il avait la rage du tigre de vouloir y arriver. Bon, on sait bien que cela n'a pas été le cas. Qu'est-ce que vous qui avez joué son rôle avec brio, André Dussolier, il faut le dire, vous êtes brillant avec également Jacques Gamblin. Quel était-il au fond, ce Clémenceau, vous qui avez interprété ce rôle aussi? Alors moi j'avais un petit film qui durait pas très longtemps, qui durait 45 secondes, 1 minute, fait par les journalistes américains, où on voyait Clémenceau dans sa maison de Saint-Vincent-du-Jard en Vendée, et donc il était comme je l'avais imaginé, c'est-à-dire bougon, râleur, pas content, impatient, enfin voilà, donc il y avait quelque chose de radical, et je me suis aussi beaucoup inspiré, j'ai lu des livres, et j'ai vu aussi dans un livre qu'a écrit Nathalie Saint-Cric, le titre c'était « Je vous aiderai à vivre, vous m'aiderez à mourir ». C'était le dernier amour de Clémenceau avec une femme plus jeune que lui, et il y avait tout sa langue et ses expressions très savoureuses, quoi, beaucoup d'esprit, quoi, vraiment, et un homme très attachant et très cultivé et très riche, et qui a eu des moments difficiles et qui a souvent payé d'ailleurs le côté cinglant de ses répliques. Eh bien écoutez, on va continuer de parler de ce film avec vous, si vous le voulez bien. André Dussolier, vous restez avec nous, chers auditeurs. On continue cette émission avec André Dussolier à l'affiche du film Le Tigre et le Président de Jean-Marc Pierrefitte en salle aujourd'hui. Dans un instant, on poursuit cette émission avec nos chroniqueurs qui nous rejoignent pour découvrir les goûts culturels qui en disent long sur notre invité. Et en troisième partie d'émission, vous pouvez nous appeler au 01 53 75 26 26 et taper 1 01 53 75 26 26. Tout de suite, c'est le rappel des titres sur Radio J. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. 15h33 sur Radio J de retour. Merci de passer votre après-midi avec nous jusqu'à 16h30 avec mon invité aujourd'hui, André Dussolier, à l'affiche du film Le Tigre et le Président de Jean-Marc Pierrefitte en salle aujourd'hui. On s'est quitté il y a quelques minutes, André Dussolier, et puis l'envie de poursuivre un peu sur ce film où la ressemblance entre vous et Georges Clémenceau est quand même assez incroyable. C'est aussi le cas pour Jacques Gamblin qui joue Deschanel. Combien d'heures de maquillage ? 3 heures chaque jour. J'arrivais assez tôt au tournage, vers 6 heures, et puis parce qu'on tournait, oui, même un peu avant, parce qu'on tournait de 9h à 18h. Donc c'était, voilà, j'ai accepté l'enjeu parce que c'est toujours agréable de jouer un personnage qui a existé et dont on doit se rapprocher un peu de la figure que tout le monde connaît. Donc mais c'est beaucoup de travail aussi avant le tournage, avec les maquilleurs justement pour trouver un peu par détail comme ça des choses qui vont s'approcher de la ressemblance avec Clémenceau. Est-ce que la moustache est la vôtre ? C'est la grande question. Non, ça il m'aurait fallu pas mal de temps. Jacques Gamblin s'était laissé pousser la moustache, et en effet il avait une moustache qui ressemble beaucoup à celle de Paul Deschanel. Non, moi il m'aurait fallu, 6 mois pour avoir une moustache aussi touffue, remplie que celle de Clémenceau, enfin voilà, qui couvre ces 2 lèvres dont il a. Et j'ai un peu travaillé avec Jean-Marc Pierrefitte pour justement qu'il y ait une petite scène entre les deux où ils sont tous les deux, parce que les hommes politiques dans le privé ils peuvent avoir des choses qui les réunissent, et puis dans le public ils appartiennent à des camps différents, donc voilà, c'est savoureux. Et donc à un moment donné ils sont devant un miroir et ils comparent leur moustache,
et Clémenceau s'amuse et ironise sur la manière de la soigner chacun. Et donc voilà, c'est une manière de se connaître par le détail, quoi. Libération a titré il y a 2 jours Tirer la moustache du tigre que vous êtes dans ce film, on le rappelle, charmant et civilisé. L'acteur a fini par s'aventurer du côté de l'ambiguïté et de la méchanceté et joue cette fois Georges Clémenceau un rôle peu commun pour vous. André Dussolier a un grand rôle. Oui, vous avez déjà été politique, on l'a dit tout à l'heure au cinéma. Oui. Vous l'avez évoqué. Oui, Staline par exemple, voilà. Ou d'autres, mais j'aime bien les rôles vraiment tout à fait différents, tout à fait inattendus, où il y a de la composition à faire. Enfin voilà, c'est plus valorisant et puis agréable, enfin excitant de créer un rôle qui est très loin de vous. Même au départ, quand on m'a proposé Staline, j'ai dit mais ils sont fous. Et Clémenceau aussi, il faut quand même voir si c'est crédible et possible. Mais bon, on a des grands techniciens en France et on voit que c'est possible. Mais ce qui est essentiel, c'est vraiment l'intérieur. Et c'est vraiment la manière d'être, de parler, de se comporter. Oui, et ça, c'est le travail d'interprétation. Que vous faites avec brio. C'est l'occasion de vous demander comment vous êtes, vous, dans la vie, André Dussolier. Vous avez fait quelques confidences étonnantes sur votre manière de gérer les conflits, avec celle qui fait battre votre cœur, en révélant détester ça, justement, en disant « Quand je sens qu'une dispute est sur le point d'éclater, je sors de la pièce et je pars faire le tour du pâté de maison, voire pour finir par courir parfois. » Ça m'est arrivé une fois sur un tournage, en effet, où il y avait une sorte vraiment on était dans une impasse avec, c'était il y a très longtemps avec une metteur en scène. Et vraiment, quand un comédien, ça a vraiment besoin de se sentir libre, quoi. Et je pense qu'un metteur en scène aussi, il faut qu'il y ait un rapport de confiance qui s'établisse. Et là, il y avait un blocage. Et donc, je n'avais pas d'autre solution pour retrouver ma confiance que d'expulser, quoi. C'est physique, hein, le métier d'acteur. Il faut vraiment être libéré de dans l'émotion même. Donc, il fallait que je cours à perdre haleine pour pouvoir faire le vide et desserrer les blocages qu'il peut y avoir. Mais il y a des tas de techniques comme ça. Vous êtes, André Dussolier, un tigre, un président, un ministre patient, un citoyen optimiste, un artiste spontané? C'est des affirmations ou des questions? C'est une question. Qu'est-ce que vous êtes? Alors, tigre, j'aimerais bien l'être plus souvent, mais je ne suis pas tellement, parce que j'aime pas tellement le conflit, j'aime pas du tout le conflit même. Tigre, c'est quelque chose d'agressif, mais en même temps, à certains moments, il faut bien l'être, ou même avec soi-même. Président, non, pas trop, j'aime bien le collectif. Moi, j'aime bien le travail avec d'autres et tous un peu, oui, que chacun donne le meilleur de lui-même. Après, il faut bien un metteur en scène qui décide, dans le cas d'un film ou d'une pièce de théâtre. Non, on chope un peu des traits de caractère à travers tout ce que vous avez énuméré. Mais voilà, j'ai l'impression d'être quelqu'un de plutôt pondéré, calme, et donc une fois que j'ai un rôle qui me permet de libérer quelques colères ou quelque chose qui est un peu contenu, alors je m'en donne à cœur joie. Ok. André Dussolier, vous êtes dès aujourd'hui à l'affiche du film Le Tigre et le Président en salle de Jean-Marc Perfit aux côtés de Jacques Gamblin. Un autre projet, vous serez bientôt sur M6, il me semble, dans le grand restaurant La Guerre de l'Étoile. Ah oui. Qu'est-ce que c'est? Il y a une pléiade d'artistes incroyables, je n'ai pas plus d'infos. Oui, c'est Pierre Palmade qui a écrit une série. J'avais déjà fait ça et quelquefois il a vraiment un art du dialogue vraiment à la fois drôle et tendre. Et donc c'est une scène, en effet, il y a plusieurs scènes comme ça qui se succèdent dans ce grand restaurant. Et c'est avec Barbara Schulz que j'ai une scène assez surprenante. Oui. Il y a énormément d'artistes, Franck Dubosc, Muriel Robin, Alexandre Astier, beaucoup d'artistes s'entremêlent. Rien à voir avec le grand restaurant où vous aviez tourné de Gérard Pulicino, donc je tiens à rassurer, ça n'a rien à voir. Vous avez été dans ce téléfilm en 2010 dans le rôle d'Antoine. On regardera donc cela bien attentivement sur AM6. Je vous l'ai promis juste avant la pause, dans cette partie d'émission, on va découvrir dès maintenant toute la culture du moment ou d'avant selon vos goûts, pour découvrir alors des choses que vous affectionnez, qui vous ressemblent ou qui pourraient vous plaire. Et mes acclamations, mon enthousiasme, viva notre bienfaiteur! Olé! Olé! Au théâtre. Et tout de suite, Christophe Barbier nous emmène au théâtre pour nous parler du fameux poil de carotte. De quoi s'agit-il, Christophe? Quelle est belle, Cyrielle, l'histoire de la révélation théâtrale d'André Dussolier. Paul Claudel a été saisi par la foi derrière un pilier de Notre-Dame. André Dussolier a été attrapé par les dieux du théâtre en assistant à une représentation de poil de carotte.
Au départ, Poil de carotte n'est pas une pièce de théâtre, mais une nouvelle, sans doute autobiographique, signée Jules Renard. Le petit François Lepic souffre des humiliations infligées par sa mère, son frère, sa sœur. Il se réfugie dans son imaginaire, il se cache, il s'invente une vie. Quand le roman paraît, en 1894, Jules Renard est déjà un peu connu. 2 ans plus tôt, il a publié Les Cornifleurs, l'histoire d'un homme qui vit au crochet de ses logeurs. Poil de carotte est son 2e succès. Renard devient l'ami de Lucien Guitry, le père de Sacha, Sarah Bernard, Edmond Rostand, Tristan Bernard. En 1900, le grand André Antoine met en scène Poil de carotte dans son théâtre libre. Antoine, c'est l'inventeur de la mise en scène à la française, c'est l'apôtre du réalisme, le découvreur de nombreux auteurs, comme les Scandinaves Ibsen ou Strindberg. Jules Renard dit d'André Antoine, Lucien Guitry, c'est toute la diction, André Antoine, c'est toute l'action. Je veux dire le feu, la vie, le sens tout nu des phrases. La pièce triomphe. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. En 1932, un jeune acteur de 12 ans, Robert Linen, est repéré par le réalisateur Julien Duvivier. Ce dernier a réalisé un film en 1926, adapté de Poil de carotte, mais il veut en tourner une autre version, car la première était un film muet. Il engage donc le jeune Linen, qui partage l'affiche avec Harry Bohr, rien de moins. C'est un triomphe. Robert Linen devient l'enfant star, puis le tout jeune premier du cinéma français. Il multiplie les succès filmés et les succès féminins. En 1941, il entre dans la Résistance sous le pseudonyme de l'Aiglon. Il anime un réseau de renseignement qui espionne les mouvements de l'état-major allemand, notamment après l'invasion de la zone libre. Dénoncé, Robert Linen est arrêté en février 1943, puis condamné à mort. Envoyé en Allemagne, il y est fusillé le 1er avril 1944. Il n'a pas 24 ans. Enterré dans une fosse commune, son corps ne sera rapatrié qu'en 1947. Tragique destin pour le petit Poil de carotte. Jules Renard, lui, s'est éteint en 1910, après avoir été élu à l'Académie Goncourt et être devenu maire de son village dans la Nièvre. Il laisse un journal, précieux document sur la vie littéraire et théâtrale de la Belle Époque, et quelques chefs-d'œuvre, dont Le plaisir de rompre et Le pain de ménage. Des histoires d'amour et des histoires conjugales qu'André Dussolier aurait pu jouer, mais il est vrai, et on le lui reproche, qu'il se fait un peu trop rare sur les scènes de théâtre depuis quelques années. Et on est bien d'accord avec Christophe Barbier. Qu'en pensez-vous, André Dussolier ? C'est magnifique d'entendre Christophe Barbier. Il sait tellement de choses et il y a une chose qui me manque avec lui, c'est que je voudrais aller le voir jouer au théâtre parce que vous devriez. Voilà, il est incroyable. Dans la pièce Élysée l'année dernière, il était somptueux dans le rôle de François Mitterrand. Donc c'est une très belle. Il a une grande humilité en même temps et il sait aborder tous les sujets. Et là, il m'a appris beaucoup de choses, en particulier le destin de cet jeune acteur qui est mort fusillé par les Allemands à 24 ans et qui a joué Poil de carotte. Je savais pas du tout, je connaissais pas l'existence de ce film, je vais m'empresser de regarder, mais non, je découvre et j'entends beaucoup de choses là concernant cette histoire qui moi m'a frappé. Poil de carotte, c'était une révélation. Une révélation pour vous. Et est-ce qu'on aura le plaisir de vous voir peut-être, André Dussolier, au théâtre bientôt ? Oui, non, mais là, Christophe, il exagère quand même parce que j'ai joué jusqu'en 2019, il me semble. Novecento. Oui, j'ai joué Novecento 400 fois, c'est pas mal, hein, 400 fois. Donc ça a été étalé sur 6 ans. Et donc il disait aussi, alors là je bois du petit lait là parce que reprendre Christophe Barbier c'est très rare hein, parce qu'il est imbattable, mais il disait que en effet Jules Renard a écrit Le pain de ménage et Le plaisir de rompre, et j'ai joué Le plaisir de rompre pour la télévision. C'était une mise en scène de Jean-Marie Coltefille, je me souviens, avec Micheline Boudet qui nous a quittés il y a peu de temps, et c'était vraiment aussi un grand moment. J'adore l'écriture de Jules Renard, vraiment, qui est très concise et qui est pleine de sous-entendus et où l'acteur peut jouer à la fois les mots, mais aussi les silences qui se passent entre les personnages. On remercie Christophe Barbier, bien évidemment, pour cette analyse. André Dussolier, vivement. Et tout de suite, c'est la chronique émotion pour vous avec Jérôme Goulon. André Dussolier. L'émotion de Jérôme Goulon. Radio J. Et bonjour Jérôme. Bonjour Cyrielle, bonjour André. Bonjour. C'est le moment de la chronique émotion. On va s'intéresser à des artistes, des œuvres et des auteurs que vous admirez
ou qui ont marqué votre vie. Alors comme on est dans la rubrique émotion, difficile pour moi de ne pas évoquer brièvement Poil de carotte de Jules Renard. On ne s'attardera pas sur cette pièce, Christophe Barbier l'a très bien fait avant moi, je n'ai ni son talent ni son écharpe rouge, mais c'est l'occasion de rappeler les mots très forts que vous avez eus au sujet de cette pièce qui était un déclic dans votre vie, puisque vous avez déclaré « J'avais 10 ans, cette pièce a provoqué chez moi une émotion et un choc inoubliables. C'est la première fois que je voyais des acteurs dire des choses qu'il n'aurait jamais été question d'exprimer à la maison. Cette liberté, je n'en revenais pas. » Alors ce premier choc émotionnel, André, il a été suivi d'un deuxième choc en quelque sorte, quelques années après, c'est quand vous avez pour la première fois été au cinéma. C'était pour voir le film Les 400 coups de François Truffaut. Alors on va se mettre dans l'ambiance si vous voulez mettre votre casque. Vous aurez donc reconnu la musique des 400 coups, composée par Jean Constantin, l'un des compositeurs préférés de François Truffaut. Alors les 400 coups, c'est un film sorti en 1959, vous aviez 13 ans André. Le film raconte l'enfance difficile d'Antoine Doinel, ses relations avec ses parents et ses petits larcins, qui lui vaudront d'être enfermé dans un centre pour mineurs délinquants. Un film directement inspiré de l'enfance de François Truffaut, qui a puisé dans les souvenirs de son propre vécu. On le rappelle, François Truffaut était né d'un père inconnu. Sa mère avait épousé Roland Truffaut, qui donnera son nom de famille au petit François. Oui, mais voilà, le couple a mis au monde un petit René qui n'a vécu que 8 mois, ce qui a inscrit définitivement le petit François dans la position d'enfant illégitime et rejeté. En tout cas, c'était son ressenti à lui. François Truffaut s'est donc réfugié dans la lecture et le cinéma, ce qui a contribué à forger le génial réalisateur qu'il est devenu plus tard. On comprend alors pourquoi le film Les 400 coups, inspiré de l'enfance de François Truffaut, donne autant d'émotions, et notamment à vous, André Dussolier, puisque vous avez déclaré à son sujet, au sujet de ce film, « Quel bouillonnement dans mon esprit, quelle stupéfaction de découvrir qu'on y parlait de choses intimes, incroyablement tabous dans le cercle familial. En regardant ce film, j'avais le luxe de voir de près ce que je ne pouvais même pas voir de loin dans ma vie à moi. » Alors, est-ce que d'une certaine façon, André Dussolier, vous vous êtes identifié à Antoine Doinel, notamment dans sa quête de liberté et d'évasion? Vous parliez tout à l'heure d'école buissonnière. Oui, bien sûr. Et alors, c'était étonnant parce que je me souviens encore de la séance. J'étais à Cruseille et donc, en fait, ce prix avait reçu le prix de l'Office catholique, je crois, au Festival de Cannes. Donc, mes parents rassurés vont au cinéma, m'emmènent et donc j'étais encadré par mon père et ma mère pour voir des choses, en effet, extrêmement intimes parce que la caméra a ce privilège de piller Truffaut, surtout la caméra de Truffaut, de filmer des choses intimes de la vie de ce couple. Alors, j'étais autant impressionné par ce que je voyais à l'écran que par ce que pouvaient peut-être penser mon père et ma mère, chacun de leur côté, en voyant leur vie, ou peut-être l'inverse. Enfin voilà, c'était étonnant. L'émotion au théâtre, elle est forte. On est là dans la salle, au milieu de tout le monde, mais on est à distance de la scène. Mais là, le cinéma, on est happé par l'écran et par ce qui se passe, les gros plans, tout d'un coup, les choses. Et puis il y avait ce film aussi, je me souviens, parce que c'est quand même à l'origine aussi 400 coups, il a rencontré Jean-Pierre Léaud, et vous vous souvenez tous de cette, Jean-Pierre Léaud faisait, il y a tout un film là-dessus qu'il faut voir vraiment, où il fait une improvisation de ce qu'il est, où il répond aux questions de François Truffaut, et c'est ça qui a décidé Truffaut à engager Jean-Pierre Léaud pour ce film-là et pour les histoires d'Antoine Doinel. Et à vous engager aussi, André Dussolier, puisque cette histoire d'amour avec François Truffaut ne s'est pas arrêtée là pour vous, Jérôme. Oui, Cyrielle, le destin semble parfois tout tracé. Vous en parliez tout à l'heure, quand vous êtes arrivé à Paris, André Dussolier, vous avez été repéré dans un spectacle par un certain François Truffaut. Ce même François Truffaut qui vous bouleversait quelques années plus tôt et qui vous donne en 1972 votre premier rôle au cinéma dans le film Une belle fille comme toi. Cyrielle en parlait en début d'émission. Alors comme nous sommes dans la rubrique émotion, on va entendre François Truffaut qui parle de vous, André Dussolier. Vous pouvez mettre votre casque si vous voulez bien. C'était il y a pile 50 ans, en 1972, sur le tournage du film. Vous n'étiez pas encore connu et François Truffaut vous lançait dans le grand bain. On l'écoute. J'ai fait appel aussi à 2 comédiens qui n'ont pas encore eu la possibilité de faire du cinéma, qui sont des jeunes gens du conservatoire. André Dussolier, qui a un rôle très important dans le film, qui est presque d'une certaine façon le rôle principal, enfin qui revient en tout cas constamment, qui est un jeune sociologue, donc qui fait une enquête sur les femmes criminelles et qui est amené à cause de cela à s'intéresser à Bernadette. Et puis une jeune fille qui joue un peu sa secrétaire bénévole, c'est Anne Cresse, qui est également du conservatoire. Donc ce sont 2 élèves du conservatoire qui auront l'occasion de faire leur début dans ce film. Alors, André Dussolier, 50 ans après, qu'est-ce que ça vous fait d'entendre François Truffaut parler de vous ? C'est très impressionnant. Il avait écrit ce film pour Bernadette Lafont, parce qu'il avait fait son premier film, un court-métrage qui s'appelait Les Mistons. Et pour rendre hommage à Bernadette Lafont, d'avoir été la
première actrice de ses films, de son film, de son premier film, eh bien, il avait adapté, en effet, ce roman américain, dialogué par Jean-Loup Dabadi, d'ailleurs, Une belle fille comme moi, et vraiment, de d'entendre sa voix. On entend d'ailleurs le côté un peu juvénile, je sais pas, vraiment tellement positif, tellement agréable, tellement enfantin presque qu'il avait. Enfin, c'était facile. Il écrivait aussi beaucoup, donc j'ai conservé ses lettres. Parce que c'était vraiment chaleureux. Et j'aurais voulu lui donner encore plus et le retrouver encore davantage. Mais bon, voilà, l'occasion s'est pas forcément présentée. Alors François Truffaut, vous aimiez son œuvre car il faisait des films différents, une qualité que vous admirez chez les acteurs et les réalisateurs. L'une de vos citations préférées vient d'ailleurs du réalisateur Alain Resnais. Sa mère lui a dit un jour « Mais pourquoi ne fais-tu pas des films comme les autres ?» Ce à quoi il a répondu « Parce que les autres le font ». Une réponse que vous avez trouvée formidable, je vous cite. Alors, quand on vous demande quels sont vos modèles, vous citez donc des acteurs qui ont cette capacité à se métamorphoser et d'être méconnaissables à chaque rôle. Parmi eux, Sean Penn, Al Pacino et surtout Dustin Hoffman, des acteurs capables de passer du registre dramatique au registre comique. Vous qui dites voyager grâce au rôle que l'on vous propose, ce sont des acteurs qui vous font voyager, vous, André Dussolier. Alors d'ailleurs, encore un signe du destin, quand on parle de Dustin Hoffman, l'une de vos références, il a un point commun avec vous dans son parcours. Je m'explique. Dustin Hoffman, il est donc né en 1937. Alors qu'il était destiné à des études médicales, il plaque tout pour étudier l'art dramatique, un peu comme vous qui êtes monté à Paris pour faire du théâtre. Et quand il annonce à sa famille que sa vocation c'est d'être acteur, eh bien sa tante lui répond « Tu ne peux pas être acteur, tu n'es pas assez beau ». Alors mon cher André, je n'ai pas dit que vous n'étiez pas beau, mais cette phrase assez cassante de la tante de Dustin Hoffman, elle n'est pas sans rappeler ce que vous-même vous avez vécu. Adolescent, alors que vous voulez devenir acteur, vous demandez à votre mère comment elle vous trouve physiquement. Et là, elle répond « Oh, tu fais partie du gros tas ». Comme Dustin Hoffman, cette réflexion ne vous a pas découragé, bien au contraire. Vous dites en effet que jouer la carte du beau ne vous a jamais intéressé et vous êtes toujours méfié de ce critère qu'est la beauté. Pour vous, la beauté est ailleurs que dans l'esthétique d'un visage ou d'un corps et que c'est la manière dont un être s'anime et existe qui le rend beau, qui fait qu'un acteur est beau ou pas à l'écran. C'est cette raison pour laquelle ce sont des acteurs comme Dustin Hoffman ou Sean Penn qui vous ont inspiré, des acteurs avec la gueule de Monsieur Tout-le-Monde, loin des prototypes comme Cary Grant ou James Stewart à l'époque. Vous confirmez, André Dussolier? Oui, c'était une vraie révolution dans le cinéma américain, en effet, succédant à ces prototypes ou à ces stéréotypes d'acteurs séduisants et beaux, héroïques. Dustin Hoffman, Pacino, ça, c'était des gens qui étaient des gens de la rue, et donc tout d'un coup, tout le monde pouvait s'identifier encore mieux aux histoires qui étaient racontées. Non, c'était une belle génération. Et d'ailleurs, quand vous avez démarré, petit mot quand même, vous étiez très beau, André Dussolier, et vous l'êtes encore. Pour finir, Jérôme, on change de registre. Un autre registre a marqué notre invité. Ce n'est pas un acteur, mais un écrivain. Oui, Cyril, il s'agit de l'écrivain Marcel Proust, un écrivain dont les livres s'ennuyaient dans la bibliothèque de vos parents, André Dussolier, que vous avez lu quand vous étiez étudiant, mais que vous avez redécouvert avec un œil plus mature en 1991, quand les éditions Telem vous ont demandé d'enregistrer le premier volume de « À la recherche du temps perdu ». Alors quand on vous interroge sur le temps perdu, ou du moins le temps qui passe, vous dites penser souvent à Proust. Marcel Proust, qui fut longtemps un procrastinateur, qui rêvait d'écrire sa grande œuvre, mais ne ressentait pas le besoin de s'y mettre, préférant virevolter de salon en salon. Et puis un jour, il a senti son genou fléchir, il a compris qu'il ne serait pas éternel. Il s'est alors enfermé dans sa chambre, capitonnant ses murs pour ne pas entendre ses voisins, et il a écrit jusqu'à sa mort. Alors contrairement à Proust, André Dussolier, vous n'avez pas attendu que votre corps fléchisse pour construire votre immense carrière. Mais comme Proust, votre immense carrière, vous la poursuivrez jusqu'au bout. Quand on vous parle de retraite, vous citez la romancière Anna de Noailles qui disait « Je ne suis pas faite pour mourir ». Il y a une phrase d'ailleurs que vous adorez, mon cher André, et qui représente bien votre état d'esprit. Cette phrase, elle est signée Alphonse Allais qui disait « J'ai décidé de vivre éternellement ». Pour l'instant, tout se passe comme prévu. Alors oui, pour l'instant, tout se passe comme prévu, pour notre plus grand bonheur à tous, André Dussolier. Comme le disait François Truffaut, et c'est par là que je terminerai, dans une citation qui aurait pu être la vôtre, il disait, François Truffaut, « Je fais des films pour réaliser mes rêves d'adolescent, pour me faire du bien, et si possible faire du bien aux autres. » On espère donc, André Dussolier, que vous nous ferez du bien encore longtemps.
Eh bien, avec joie, vraiment. C'est encourageant, en tout cas. Là, vous avez cité, en effet, plein de gens que j'aime beaucoup. Alphonse Allais, avec cette phrase, bien qu'il soit mort à 50 ans, lui, mais enfin, quand même, il avait une joie de faire, d'entreprendre. C'est un petit peu tout ce qui caractérise les personnes dont vous parlez. André Dussolier, on va passer à la séquence sourire après l'émotion. Tout de suite, c'est le coup de fourchette avec Nina Azoulay qui vous mijote sur Radio J. C'est pas grosse. C'est très fin, ça se mange sans pain. Je suis dilaté. Radio J. Radio J. Le coup de fourchette. Et on vous retrouve, Nina. Bonjour Nina, comme toutes les semaines avec nous sur Radio J. Bonjour Cyrielle, bonjour André Dussolier. Bonjour. Alors je suis ravie de vous faire à manger aujourd'hui, et non pas il y a quelques années. Alors je m'explique, parce que vous avez rencontré il y a quelques temps le chef Mo Bachir à Toulouse. Oui. Et vous avez déclaré, moi qui mange souvent pour me nourrir, je suis devenue gastronome. Bon, je pense que toutes les mères et grands-mères qui nous écoutent à l'heure actuelle sont peut-être choquées d'entendre ça. Parce que c'est vrai que c'est peu répandu chez les feuges. Certes, il faut manger pour vivre, mais globalement, on est plutôt partisans du vivre pour manger. Voilà. C'est pas faux. Non, on est d'accord. C'est pas faux, mais moi j'avais des repas, ça durait 5 heures à table. Donc évidemment, c'est sympa, après, on adore. Quand je suis devenu On va tous venir. je mange rapidement. Quoi. Et donc après, je suis devenu gastronome, en effet. Là, donc c'est ça. Alors apparemment, il aurait réveillé vos papilles endormis, notamment grâce à son plat d'endives au jambon. Bon, oui, je pense que les mères et grands-mères qui nous écoutent à l'heure actuelle sont peut-être offusquées, mais j'ai envie de faire plaisir à notre invité, dont la liste de films est plus longue que la liste des aliments que j'affectionne, et c'est une prouesse, sachez-le. Alors je vous aurais bien proposé du taboulé, mais le problème c'est que dans tous les taboulés vendus aujourd'hui, il y a des raisins secs, et vous le savez, André Dussolier, est-ce que vous l'avez? C'est une grossière erreur. Je ne sais pas si on remet le contexte. Pour ceux qui ne l'ont pas, c'est une référence à une scène entre Jean-Pierre Bacry et vous, André Dussolier, dans le film. On connaît la chanson. Voilà. Ah, il faut réveiller. J'essaie de faire de connecter. Moi, je n'ai pas non plus. Les raisins c'est pas grave. secs. Non, mais voilà, le taboulé, il y a des raisins secs partout. Et c'était une petite référence d'humour au film. Film pour lequel vous avez obtenu le César de meilleur acteur en 98. Et on s'en souvient. Cette année-là, le rock'n'roll venait d'ouvrir ses ailes, et dans son coin, il chantait Belle, 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 et évidemment, le public aimait ça. Évidemment. Est-ce que là, c'est encore une fois une référence à la bande-annonce du film. On s'en souvient quand même, Nina. Enfin. Là, vous vous en souvenez. Belle, Belle, Belle comme le jour, Belle, Belle, Belle comme l'amour, c'était ça? Exactement. Et ben voilà, on s'en souvient, exact. Tous les acteurs sont assis sur un canapé et font des confidences en reprenant des paroles de célèbres chansons françaises. Voilà, exactement. J'ai trouvé ça très drôle. Je trouve que ça se met toujours dans on peut toujours l'adapter à un contexte. Par Agnès Jaoui, cette bande-annonce qui était vraiment très, très subtile et drôle. Et alors, pour parler plus d'actualité, aujourd'hui, vous êtes à l'affiche du nouveau film Le Tigre et le Président. Il y a un truc qui m'a sauté aux yeux quand j'ai vu le titre, c'est le manque de respect grandissant vis-à-vis de nos politiques à travers les surnoms qu'on leur donne. En fait, plus on avance dans le temps, moins on les respecte. Ou alors plus les politiques sont mauvais, je ne sais pas. Mais on est quand même passé du tigre pour Clémenceau, qui je trouve est assez flatteur, même si ça indique une certaine férocité, c'est quand même signe d'une combativité. On est passé du tigre à Charlot, à Pompon, à Tonton, puis on a eu Super Menteur, puis Petit Nicolas et Jupiter, en passant évidemment par Bécassine et Flamby. Je sais pas si vous les avez bien tous. Bien sûr, Flamby c'était pour François Hollande. Ouais, voilà, lui on n'avait pas besoin de... Même si on ne savait pas en trouver tout de suite. Emmanuel Macron, c'est quoi déjà? C'est Jupiter. Voilà, c'est le tout-puissant. Voilà. Bon, Charlot, Charles de Gaulle. Pompon, c'est Pompidou. Tonton, c'est Mitterrand. C'est quand même... Et bon, Petit Nicolas, c'est facile. Petit Nicolas, c'était facile. Et je voulais aussi vous parler d'une phrase que vous avez déclarée et qui m'a marquée, mais qui m'a aussi rassurée. Vous avez déclaré que c'était un long chemin de devenir soi-même et que ça prenait toute la vie de se trouver. Oui. Je suis d'accord, moi j'ai du mal à me trouver. Mes parents m'ont trouvé. Ça, c'est sûr, ils savent exactement ce que je dois faire à quel moment, à la minute près. Voilà. Mais moi, pas encore, je me suis pas encore trouvée. On va faire quelque chose pour vous, Nina. Merci. Non, et en plus, parfois, j'ai l'impression de rien ressentir parce que j'exprime peu mes émotions. Et je suis un peu comme vous, la comédie me permet de libérer des émotions que je ne sors pas dans la vie ou peu.
Même le rire, par exemple, j'adore faire rire, mais je ne rigole pas, je fais pas de bruit, comme le mute de la télécommande. C'est un peu ça l'image qu'on en a. Et en revanche, vous, et je terminerai là-dessus, vous, la comédie vous permet de libérer vos émotions, et je pense qu'avec tout ce que vous avez fait, avec toute votre longue carrière, vous avez dû, j'irais même jusqu'à dire, inventer de nouvelles émotions dont vous nous donnerez les noms, tellement il n'y a rien à voir. Voilà. En tout cas, j'étais ravie de vous faire cette chronique, vraiment, c'était un honneur. C'est parfait. Vraiment. Merci de m'avoir écouté. Merci Nina Azoulay. Pour les amateurs de votre humour, on vous retrouve où? Parce que vous nous dites jamais tout, mais chaque semaine, le lendemain où on s'est quitté, vous annoncez des dates. Alors c'est quoi les prochaines? Où est-ce qu'on vous retrouve? Alors d'abord les réseaux, Nina Azoulay sur Instagram. On est d'accord. Et essentiellement au Panama Art Café, je joue quasiment tous les jours. Sur la page du Paname, on trouve les horaires. Les horaires pour la programmation. Venir vous voir, ouais, vous exactement. applaudir. Et puis en attendant de vous voir sur scène, on vous écoute en podcast sur le YouTube de Radio J, radioj.fr et sur toutes les plateformes d'écoute de l'émission, Spotify, Deezer, Ocha. On se dit à mercredi prochain, Nina. À mercredi. Et on poursuit cette émission avec vous, André Dussolier. Vous restez encore avec nous sur Radio J. Dans un instant, notre séquence tac au tac, vos questions, en nous appelant au 01 53 75 26 26 et vous tapez notre coup de cœur du jour, notre expert du jour pour le portrait de notre invité, juste après la pause suivie du journal de l'info. Restez connectés. 16h06 sur Radio J, merci de nous avoir rejoints. Tout de suite, on va passer avec vous, André Dussolier, à la séquence tac au tac. Le principe, il est simple. Si vous le voulez bien, je vous pose 10 questions et vous me répondez en 10 réponses courtes. On tente ça? 2-3 mots. Allez, on tente ça. C'est parti. La recette de l'amour, André Dussolier. Ah, dis donc, si j'en avais une, je serais amoureux tous les jours. Ok, petit joker. La personne que vous aimez le plus au monde? Aïe. J'ai 2 enfants, alors ils sont en effet, ça compte les aime pour un. Énormément. Ça compte pour un. Si vous aviez un super pouvoir, ce serait? L'éternité. Quel est le plus beau compliment qu'on puisse vous faire? Ouf, là, mon Dieu. Sois patient. À l'heure où je vous parle, vous ressentez quelle émotion? Le trac. toujours le trac. Ok. La plus belle qualité humaine pour vous? La plus belle des qualités humaines? Oui. L'écoute. Vos 3 grands plaisirs du moment? Me coucher tard, me lever tôt et manger peu. Ok. Votre mot préféré, André Dussolier? Aimer. Votre surnom? Oh là là. Alors là, j'en ai eu plusieurs, Dédé, Dudu, je sais pas. Mais là, j'aime pas trop les surnoms. Je sais pas, j'en ai pas. Votre philosophie de vie, André Dussolier? Attendez voir, que je retrouve cette phrase de Gide que j'aime beaucoup. Il faut suivre sa pente pourvu que ce soit en montant. Votre prochain rêve à accomplir pour terminer? Faire le plus de choses possible. Il faudrait vraiment que la vie soit très longue parce que j'ai trop de choses en tête, mais j'y arriverai pas. Mais peut-être aller le plus loin possible et m'enfermer un jour comme Proust dont on parlait tout à l'heure pour dire bon, allez, maintenant je m'y mets. Il avait une petite phrase, je crois, André Dussolier, Marcel Proust, que vous vouliez nous citer. La dernière phrase de Proust qu'il a écrit sur un billet, ce qu'il a posé sur sa table de nuit, qui était destiné à Céleste, qui s'occupait, à Céleste Albaret, qui s'occupait de lui. Et donc, lui qui a écrit À la recherche du temps perdu, il avait écrit sur ce billet, dans La recherche du temps perdu, on connaît le célèbre passage sur la Madeleine, la petite Madeleine, il avait dit sur le petit billet, je ne retrouve pas ma montre et mes petits biscuits. C'était vraiment un résumé de son œuvre. Très joliment raconté. Merci beaucoup d'avoir répondu aux questions, André Dussolier. Tout de suite, notre émission continue avec désormais nos auditeurs qui vous interrogent sur Radio J. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Et tout de suite, toujours avec vous, André Dussolier, la séquence auditeur avec bien sûr cette première question de Jonathan. Préférez-vous le cinéma ou le théâtre? C'est un mariage et un équilibre difficile à trouver. Enfin, il faut que je trouve l'équilibre. Il faut que je vienne au théâtre sans arrêt, régulièrement. Mais j'ai pas de préférence. Mais ma préférence, c'est l'équilibre entre les deux. Voilà, c'est le plaisir des deux. Anna vous pose cette question. Dans quel genre de rôle vous êtes le plus à l'aise? J'aime bien la comédie. Voilà, j'adore ça. Et si j'avais des comédies à jouer, je privilégierais toujours ça. J'aime bien provoquer le rire. Nathan vous pose désormais cette dernière question. Une anecdote marquante dans votre carrière, si vous deviez n'en citer qu'une, André Dussolier?
Mon Dieu, une anecdote marquante, il y en a tellement. Un fou rire, un coup dur, un tournage compliqué. Je sais pas, je crois qu'il y a un moment donné, donc parce qu'on parlait de 3 hommes, beaucoup de femmes, il y en a plein. Hein. Franchement, j'étais fou furieux parce que j'étais avec Michel Bougenat et Roland Giraud qui étaient vraiment impeccables dans leur diction. Et moi, alors Bougenat se moquait toujours de moi puisque j'étais passé à la Comédie Française. Et il a joué quand même l'avare il y a pas tellement longtemps, Michel. Oui, il était merveilleux d'ailleurs. Merveilleux. Et donc et on a été obligé d'interrompre le tournage un jour parce que on avait un fou rire parce que j'arrivais pas à prononcer un mot. J'étais bloqué sur ce mot-là. Et donc évidemment, avec les deux que vous imaginez, c'était impossible d'aller plus loin. On a dû arrêter le tournage. Bon, ça, voilà. C'est pas des anecdotes, c'est des incidents de tournage, de travail, mais je pourrais, si j'avais le temps, en chercher des meilleurs. C'est de jolies histoires, en tout cas. Merci beaucoup, André Dussolier, d'avoir répondu à nos auditeurs. N'hésitez pas, bien sûr, à nous contacter tous les jours, du lundi au jeudi, pour questionner notre invité en direct avec le numéro suivant 01 53 26 75 26 26 01 53 75 26 26 et tapez 1. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Et dans un instant, on découvre un coup de cœur en direct, Gester, l'occasion de découvrir notre invité autour du titre de cet album. Et tout de suite, on découvre 1980, issu de son 15e album studio sorti en juin dernier. On découvre et on en parle avec Gester en direct sur Radio J. « 1980, issu de l'album Radio Geister, si c'est bien comme ça qu'on prononce 1980. Bonjour Gaël, on dit Gaël ou Geister ? On dit Jaël. Non, Jaël. Là, j'y arrive. Là, je pense que j'y arrive. Ravi de vous avoir aujourd'hui pour découvrir votre univers sur l'antenne de Radio J. Un univers avec des influences qu'on aime beaucoup. Bah, tant mieux. Eh bien, bien sûr. Quelles sont vos influences qui vous ont inspiré cet album qui est le 15e ? Le 15e, moi, mes dieux, c'est les Beatles. Il y a les Beatles et le reste dans la musique. Après, j'ai beaucoup d'influence dans le jazz et dans le rock des années 70. Parfois le jazz rock aussi, un groupe qui s'appelle Steely Dan que j'affectionne énormément aussi. Alors on va découvrir votre univers, mais André Dussolier est à côté de vous. C'est l'occasion de vous demander si vous avez des influences musicales que vous aimez particulièrement, André. Je partage André. complètement les Beatles, là franchement, il y a les Beatles et le reste. Merci. Bon, très bien, on a bien choisi pour vous accompagner. Gaël, je vais vous appeler Gaël parce que sinon je vais faire une bêtise. Il y a Benjamin Arnault, un de nos réalisateurs, qui m'a dit il y a quelques secondes, on dirait Phoenix. Il adore et c'est un très joli univers que vous nous partagez aujourd'hui.
aujourd'hui. Alors on a pour l'habitude de vous découvrir avec justement votre univers, votre parcours, d'où vous venez, où est-ce que vous avez grandi. Vous avez 1 minute pour nous faire découvrir ça tout seul sur l'antenne de Radio J, c'est quand vous voulez. Oh la vache, ok. Je suis né à Paris. Mes parents... J'ai failli naître à Rio, en fait, parce que mes parents habitaient le Brésil dans les années 70. Et ensuite, j'ai fait toute mon éducation, ma scolarité à Paris, en France. Ensuite, je suis parti vers 22-23 ans à Los Angeles. Pendant 2 ans, j'ai fait une école de musique là-bas. Mais bon, c'était surtout pour avoir le visa étudiant que je me suis inscrit dans cette école. J'y suis resté 6 mois et je suis resté 2 ans donc à Los Angeles. Ensuite, je suis rentré à Paris. J'avais rencontré une Suédoise là-bas qui s'appelle Pernilla, qui est devenue la mère de mon fils, qui est présent ici. Qui était avec nous, qu'on embrasse. Voilà. Donc on s'est installé à Paris et on a créé ce projet qui était à la base un duo, donc Keister, qui est devenu un projet solo parce qu'on ne travaille plus ensemble pour des raisons diverses et variées. Et puis voilà, donc maintenant j'ai monté mon propre label. Et au total 15 albums. 15 albums, dont le premier avait été coproduit avec Joachim Garraud, qui produisait David Guetta à l'époque. Et ensuite, moi, j'ai continué en solo jusqu'à présent. Vous continuez en solo. Votre album s'appelle Radio Geister 1980. C'est votre 15e album. Il est sorti en juin dernier. Un album concept. Ouais, exactement. En fait, et c'est pas le premier dans ma discographie, entre guillemets. À savoir que c'est monté, c'est fabriqué comme une émission de radio. D'accord. Ça tombe bien, on a la radio. Oui. À savoir que c'est un DJ en fait qui enchaîne chaque morceau avec des anecdotes de l'époque. Et l'époque, c'est 1981, le 29 octobre 1980 exactement. Donc j'ai vraiment repris les actualités de l'époque. Et à savoir aussi, j'ai fait 2 versions de cet album, une en anglais, donc basée à Los Angeles, et une autre à Paris. Et j'ai demandé à quelqu'un que je connais bien aujourd'hui, qui s'appelle Georges Lang. Que j'aime énormément et avec qui j'ai travaillé sur RTL. Les nuits de Georges Lang, voilà, on l'embrasse. Et en fait, il me suit depuis le début, et puis on a commencé à sympathiser. Et pour incarner la voix française du DJ qui est à l'antenne sur mon album, je lui ai demandé de le faire. C'est assez normal, il a une voix incroyable, donc ça s'y prête super, très bien. Où est-ce qu'on peut écouter cet album, Gaël ? Sur toutes les plateformes. Il est en physique aussi, sur mon Bandcamp. Donc on vient sur votre site internet, sur vos réseaux sociaux pour l'acheter. Ouais, j'ai arrêté le site internet, mais il y a tous les réseaux maintenant. Donc, voilà. Ok, donc on regarde Geyster, Geister, si c'est bien comme ça qu'on prononce. Parfait. Une actualité, vous serez en concert le 5 octobre prochain, ce sera chez Castel. Chez Castel, ouais. Très bien, on aime beaucoup. Le club privé qui est situé rue Princesse dans le 6e. L'entrée est gratuite, c'est payant. C'est gratuit, il faut me contacter via les réseaux pour que je vous inscrive sur la liste. Et comme ça, on vient vous voir et partager un très très bon moment avec vous. Vous jouez au piano, vous êtes accompagné. Oui. Là aujourd'hui, on a essayé, mais c'était un petit peu compliqué. On a essayé, mais c'était en mono. Moi, je suis passé en stéréo depuis. Très bien. Donc, bien, voilà. C'est l'occasion de venir écouter ça en live. Voilà, c'est toujours très agréable de pouvoir voir des artistes et ça nous fait plaisir. Merci beaucoup d'avoir été mon coup de cœur aujourd'hui sur l'antenne de Radio J, Gaël Benyamin, alias Keister. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Tout de suite, c'est la suite de cette émission. Radio J. Radio J. Le portrait psychologique. Et comme toujours en fin d'émission, à la fin de cette émission André Dussolier, on a pour habitude de débriefer les minutes passées ensemble avec notre invité. Et tout de suite, c'est donc votre portrait vu par Joseph Agostini. Bonjour Joseph. Bonjour Cyrielle. Bonjour André. Alors j'ai pris énormément de plaisir à vous écouter tout au long de cette émission, car il y a une véritable tranquillité qui émane de votre voix, je dirais. C'est vraiment une voix empreinte de sagesse qui raconte l'histoire de Sarah Bernard ou des Frères Lumière, qu'importe après tout. C'est peut-être la même, ces 2 histoires se retrouvent dans cette voix. Je la qualifierais de voix de métier. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Oui, c'est difficile de définir sa voix. Hein. C'est vraiment, la voix, ça ressemble vraiment à quelqu'un, et puis ça suit l'évolution de la vie qu'on a eue. Et vous parlez de Sarah Bernard, des Frères Lumière. C'est marrant parce que Sarah Bernard, elle avait, à un moment donné, elle a joué vraiment jusqu'au bout. Elle avait un rein en moins, un poumon supprimé et une jambe amputée, et elle continue à jouer Phèdre. Donc voilà, c'est tout ce qu'on peut espérer, vivre jusqu'au bout de sa passion. Oui, vous pensez que vous pourriez jouer avec ces... Non, je pense qu'il y a un moment donné où le corps se dit stop, le corps lâche. Mais enfin, le rêve, c'est le rêve qui alimente l'énergie, quoi. Enfin, oui. Alors, vous nous avez dit avoir eu une enfance assez sage, c'est l'expression que vous avez employée, et cette sagesse semble s'être poursuivie tout au long de cette existence, scandée par tant de rôles au cinéma et au théâtre. Alors, moi, j'ai le sentiment que c'est le travail d'interprétation qui paraît être évidemment la meilleure catharsis possible, comme si le fait de transposer votre humanité devant les caméras ou sur les planches vous avait permis de purger vos passions, vos pulsions, de trouver un sens plus serein à la vie. Au fond, cette voie, elle est en cohérence avec ce parcours. Ouais, on va dire que la sagesse, faut pas la croire vraiment, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses en fusion qui bougent, et puis qui, justement, à travers les rôles, permettent d'un peu d'expulser un peu les émotions que moi j'aurais tendance à contenir. Et donc, c'est ça le plaisir de jouer ou d'interpréter, c'est de pouvoir vivre dans l'excès, peut-être, d'une certaine façon. Oui, parce que ma mère me dit souvent, en citant le traité de chimie d'Antoine Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et je me disais que votre calme, votre sagesse, vous la devez justement à cette machine à transformer les émotions que l'on appelle le jeu, au théâtre et au cinéma. Oui, en fait, oui, bien sûr. J'ai été éduqué sans doute avec une espèce de volonté de maîtriser l'événement, mais c'est impossible. On ne maîtrise rien. Donc il y a des excès qui nous gagnent, et c'est bien de pouvoir canaliser ça dans l'interprétation et dans les rôles les plus excessifs qui soient, les plus opposés. Alors il y a également quelque chose d'extrêmement pudique dans votre approche de l'humain, comme si votre semblable vous inspirait une profonde tendresse, une profonde sollicitude, tout dépend de quel semblable on parle. Et ce n'est finalement, me disais-je, pas rien si c'est Poil de carotte, le roman de Jules Renard qui vous avait ouvert les portes de l'inventivité, parce que Poil de carotte se sauve d'une vie trop lourde, d'un carcan moral trop âpre, de l'ironie et de la cruauté des autres, comme nous le rappelait Christophe Barbier tout à l'heure, par sa propension à ruser, à rire de tout, à créer un personnage à la manière d'un comédien de théâtre. Et je me disais que c'est ce que nous faisons quand nous vivons un rôle, n'est-ce pas ? Vous êtes tous des poils de carotte en puissance. Complètement. Et puis donc, la réalité est si forte et si oppressante pour lui, en tout cas, qu'il a tendance à s'échapper, à ruser, comme vous dites, ou à adopter des personnages qui ne sont pas lui. Enfin, le fait d'inventer sa propre vie, ça permet de libérer ses émotions. Oui. Donc finalement, avec Poil de carotte, on doit tous se retrouver si nous usons d'un peu de cette ruse pour nous détourner de la lourdeur du monde. Oui, c'était étonnant pour moi quand j'ai vu cette pièce. Franchement, je ne savais même pas que le théâtre existait. Je vois Poil de carotte. Et donc, du coup, j'étais quand même sidéré de voir que, on l'a dit tout à l'heure, mais de voir que des choses qu'on ne disait pas chez moi, des expressions qu'on maîtrisait, etc., non seulement ça se libérait sur une scène, et en plus, des gens avaient payé leur place pour assister à ça et riaient, alors que chez eux, ils riaient pas du tout. Donc, je me suis dit, mais c'est quoi ce monde virtuel ? Oui, c'est ça, c'est la magie de l'art, justement. Oui, voilà. On rit de ce qui nous fait pleurer d'habitude, peut-être. C'est ça. Alors, si la salvation, si la rédemption est bien quelque part pour vous, André Dussolier, vous allez me dire si j'ai tort, mais il me semble qu'elle est dans un sourire doux amer, une sorte de pirouette, de sous-entendu digne de Jules Renard ou de François Truffaut sur l'existence. On ne peut l'envisager que dans cette sorte d'ambivalence, peut-être. Oui, c'est pas un hasard, finalement. Je me sens un lien très étroit avec Jules Renard, sa manière de dire les choses, mais de pas les dire aussi. Il y avait une phrase très célèbre de Lucien Guitry, qui est le père de Sacha Guitry, et il y a un admirateur qui vient le voir après qu'il ait joué une pièce de théâtre, et il le félicite pour la manière dont il dit les vers, ceci, cela. Et puis alors l'admirateur lui dit et vos silences aussi, j'adore. Et Lucien Guitry dit ce sont les miens. Et c'est tout ça, c'est-à-dire que l'acteur dans les silences, mais un chanteur c'est
la même chose, j'imagine, peut dire beaucoup de choses, encore beaucoup plus que les mots. Les mots, c'est vraiment le moyen de se faire comprendre, de parler à l'autre, de faire avancer l'histoire. Mais les silences aussi, ça exprime beaucoup de choses. C'est ça que j'aime bien dans le métier d'acteur. Oui, finalement, c'est ce qui reste à l'acteur. Oui, c'est notre terrain de jeu, quoi, vraiment favori, où on peut rajouter des choses à soi, de son interprétation. Alors, vous avez dit à Cyrielle tout à l'heure, la vie a toujours été très occupée pour moi. J'ai trouvé cette phrase étrange dans la mesure où je me suis dit que la vie ne s'était pas occupée de vous par hasard, justement, et qu'il a fallu la force, la vigueur du tigre tout au long de ces années de cavalcade artistique pour conserver un tel esprit et aiguiser une précision dans votre dextérité d'acteur. Parce que finalement, la vie peut-être a été très généreuse avec vous, c'est vrai, vous avez tourné, vous avez joué, mais vous l'avez mérité. Mais en fait, ça part un peu, je fais allusion à ce que j'ai entendu tout à l'heure sur la nourriture, c'est-à-dire que, en fait, tout était tellement bridé ou canalisé ou convenu qu'il fallait vraiment, j'ai toujours souffert de manque, quoi. Donc, il y avait une sorte d'appétit qui s'est déclenché, quoi, quand j'ai découvert le théâtre, qui fait que j'ai envie de manger et de goûter à tous les plats et voilà. Et j'ai l'impression d'être insatiable, quoi, d'avoir toujours envie, mais je pense que c'est la même chose pour tout le monde, pour un chanteur, pour vous, on a envie vraiment de s'exprimer le plus possible à travers ce qu'on choisit, à travers une voix comme ça, qui est pas tout à fait la sienne, mais oui, une voix, bon voilà, une voix, VOX ou VOIE, et ça marche dans les deux sens, et c'est un peu ce chemin-là qu'on essaye de construire. Alors on perçoit évidemment le tigre et le président, n'est-ce pas, beaucoup de pugnacité, de détermination, comme derrière toutes les vraies sagesses. C'est un tigre que je qualifierais peut-être d'assagi aujourd'hui, André Dussolier. Qu'est-ce que vous en pensez? En ce qui me concerne, oui, à l'inverse de Clémenceau, qui lui n'est pas sage jusqu'au bout, mais en effet, oui. En tout cas, dans la tranquillité, j'aime pas le rapport de force, j'aime pas l'éclat, mais comme il a été dit d'ailleurs tout à l'heure, si je sens que le conflit grandit, je préfère partir, faire le tour de la maison et courir jusqu'à plus soif. Alors bon, du premier prix de comédie chez Périmonie à ce film, il y a vraiment un parfum de cohérence, je crois que... Tout à fait. Cyrielle, voilà, on l'a vu tout du long de cette émission. Un parfum de cohérence, de justesse. Il y a cette phrase de Gide que vous venez de prononcer il y a quelques minutes. Il faut suivre sa pente pourvu que cela soit en montant. Eh bien, cette pente, elle monte vers la joie d'être soi-même, de faire ce métier en toute quiétude. Et je me disais tout à l'heure, il y a une nécessaire postérité. André Dussolier, vous y pensez à ça? Non. Alors, vraiment pas. Vraiment pas. D'abord, on pense au présent, quoi. Vous allez laisser tant de choses. On regarde jamais derrière, on regarde toujours un peu ce qu'on aurait envie de faire, ce qu'il est possible de faire, d'exprimer, là où il est... on aime bien explorer, quoi, des terrains méconnus. Il faut toujours se remettre en question. C'est pas parce qu'on a choisi aussi sa passion que c'est vraiment qu'on doit être satisfait, quoi. Il faut essayer de repousser toujours les limites, et ça demande du courage, c'est pas évident. Il y a une phrase de Dubillard que j'aime beaucoup, il faut se lancer dans le vide sans réfléchir. Si vous apercevez ensuite que vous avez oublié votre parachute, tant mieux, c'est alors que vous ferez vos preuves. Donc, j'aime bien me lancer dans le vide à chaque fois et voir ce qui se passe. En tout cas, avec ou sans filet, vous nous avez ravis. Merci André Dussolier. Et merci beaucoup Joseph Agostini, que l'on retrouve tous les mercredis sur Radio J. On va finir cette émission avec les Beatles, bien évidemment. André Dussolier, merci beaucoup pour cet échange. Je rappelle que vous êtes à l'affiche du film Le Tigre et le Président de Jean-Marc Perfit en salle aujourd'hui. Un petit mot de la fin, André Dussolier, il vous revient. Le petit mot de la fin? Un petit mot de la fin. Il n'y en a pas. À suivre. Affaire à suivre. Merci beaucoup. Merci à notre coup de cœur du jour, Geister, d'avoir été mon coup de cœur sur Radio J. À la réalisation audio et vidéo, Philippe Sinclair et Benjamin Arnaud aujourd'hui. Notez que vous pouvez réécouter nos invités, toutes nos rubriques en podcast sur le site officiel de Radio J, radioj.fr, YouTube et sur toutes les plateformes de streaming. Merci beaucoup à Jérôme Goulon aujourd'hui à la chronique émotion, Nina Azoulay à la chronique gastronomie d'avoir été avec moi, et bien sûr à Christophe
Christophe Barbier. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous demain dès 15h avec le chef cuisinier Christophe Leroy. Nous parlerons beaucoup de son actualité et de tout ce qui s'est passé. En attendant, ce soir à 21h, ne manquez pas les chansons de ma vie avec bien évidemment Frédéric Zitoun avec son invité Bernard Cazeneuve, suivi du Festival Oriental présenté par Avner Azoulay à 22h. À demain et bonne journée à tous sur Radio J.